Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bonjour, ici Sipaille. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Euphonie avec Bénédicte Didier. C'est une introduction enregistrée a posteriori parce que vous allez constater que c'est une discussion que j'ai eue avec Bénédicte qui était vraiment passionnante, mais peut-être un petit peu chaotique. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, nous avons adoré discuter autour de la fabrication, visualisation des idées et puis surtout la manière dont les présenter. Et vous constaterez que parfois, les meilleures idées viennent de prémices les plus chaotiques. Tu te rappelles de cette émission Place de la Toile ? Très vaguement. Xavier... je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom. Place de la Toile, c'était sur France Culture ou France Inter ? Du coup, ça peut être Xavier Le Harneur. Place de la Toile... Xavier Delaporte. Ah, de la Porte, non. 283 épisodes. Et ça s'est arrêté en juillet 2015. Ok, j'ai réécouté. Parce que moi, j'aime bien écouter les podcasts qui sont à la base des émissions de radio et qui sont plus Il y en a beaucoup. Hein. Et je trouve ça super qu'ils aient gardé, justement, qu'ils aient trié, qu'ils aient délinéarisé les choses et que ça soit accessible. Parce que finalement, maintenant, on a accès à tellement d'émissions qui avant étaient perdues si tu te connais. Genre, est-ce que tu savais que Mona Chollet avait animé un podcast sur une émission de radio ? Je suis. Tu suis. Mais tu cru ? Je cru. Ah Ça, c'était vraiment... Là, j'ai sorti la conjugaison du fin fond de mes tripes. Il y a un petit placement de produit en même temps qui est pas mal. Alors justement, si tu ne l'avais pas mentionné, il n'y aurait pas eu de placement de produit. Mais comme tu l'as fait, maintenant, tout le monde va y penser et c'est fort regrettable. Donc, il faut que tu donnes 2 autres marques, normalement. Réelles ou inventées ? Réelles. Ok. Parce qu'il faut que tu aies 3 marques pour que ça soit bon. Pour qu'il y ait une assez grande diversité sans que ça soit de la publicité. D'accord, alors EcoPlus, Panzani. Non, ça marche pas. Non plus, pourquoi ? Il faut que ça soit dans le même domaine d'activité. Et Lustucru. C'est des pâtes. Mais Lustucru, c'est pas des pâtes, c'est des pâtes. Je crois, hein. C'est pas Non, Lustucru, c'est la margarine. Non. Pas que. Enfin, il y a une diversification, c'est sûr, mais... Là, il y a un trop grand débat. Ouais, il faut... Et c'est là qu'on réalise qu'on ne faisons pas les courses et que c'est une... Qu'on ne quoi ? Enfin, là, on a une discussion de ménagère, mais ça montre qu'en fait, on n'y connaît rien en marque de pâtes. Alors, soit c'est parce que tu fais tes propres pâtes. Non, alors moi, mes pâtes préférées... Alors, on va commencer par ça en icebreaker. Bonjour, je m'appelle Sipaille Wongbei. J'ai une agence de marketing éditorial à Reims. Et nous sommes donc dans le podcast Euphonie, qui est le podcast qui est produit par notre studio, parce qu'on a décidé d'avoir un studio pour être hype, où on fait toutes nos expérimentations éditoriales. Et donc, le podcast Euphonie fait partie de ce projet. Mes pâtes préférées sont, je pense, les spaghettis, tout simplement. Parce que tu peux, la sauce... En fait, c'est comme si tu en profitais longuement en bouche. Il y a beaucoup de ça crée beaucoup de mâche. Et si c'est bien fait, bien mélangé, la sauce, c'est comme la bouchée parfaite. Ouais. Tu vois ? À ton tour. Les macaronis. Parce qu'il y a de la texture. Et sinon, les radiatori, parce que c'est hyper drôle à dire au restaurant. Les radiatori. Ouais, exactement. J'adore. Et juste, c'est drôle à dire. Je trouve que ça ressemble vraiment à un vieux radiateur. Exactement. Les bucatini aussi, c'est bon. En fait, j'aimerais dire, de toute façon, tant que ça se mange. Tant que ça se cuit dans de l'eau chaude et que ça se mange, en fait, je suis pas très difficile. Et donc, on est pro-gluten. Ouais, carrément. Eh bien, c'est dit. Je pense que nous avons mis à dos une grande partie de l'audience.
tant pis. Tant pis pour eux. Voilà, j'ai partagé les liens sur les internets. Donc cette information pro-gluten est à présent publique. Go. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je fais des choses qui me plaisent parce que je suis forcée de travailler. Et que j'ai décidé, en tout cas j'ai le loisir et la possibilité de faire des activités dans le domaine de la communication, de la facilitation et de la transmission. Grosso modo, en fait, très souvent on fait appel à moi quand il faut rendre lisible et clair des sujets qui sont un peu complexes. Donc c'est quand j'interviens et que je forme des gens à la rhétorique. Ouais. Où je coach des gens à la prise de parole et la rhétorique. C'est quand il y a des sujets de société, comme l'inclusion numérique, travailler sur le vieillissement de la population, et qu'on me demande d'accompagner des sessions de travail à plusieurs et de faire en sorte qu'on puisse travailler à plusieurs et dépatouiller des sujets un peu complexes et les rendre lisibles à travers des livrables et des méthodos. Lisible ou intelligible ? Lisible et intelligible, t'as raison aussi. Et c'est aussi ce que je fais quand je donne cours dans des écoles sur ces thématiques-là, ou que j'utilise des outils de modélisation, de schématisation pour rendre plus compréhensible des thématiques, des enjeux, des postures. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais plusieurs travails ? Un peu, que c'était pas très clair. J'ai un peu honte parce que pour quelqu'un qui accompagne à ça, je trouve que je sais pas extrêmement bien dire ce que je fais. Ou sinon, la facilité, c'est de dire que je suis consultante et de m'arrêter là. Et de pas donner plus de détails. C'est pas toujours une bonne idée. Non, parce qu'en fait, j'ai eu le cas ce matin. J'appelle ma mutuelle pour régler un truc et la nana me dit « Mais vous êtes consultante, ça veut dire quoi exactement ?» Je ne sais pas, madame, je ne sais pas. J'espérais qu'on s'arrête là dans la conversation. Exactement. Et je lui ai expliqué, elle me dit « Ah ok, c'est intéressant. » En fait, c'était hyper chouette parce qu'elle m'a parlé du métier qu'elle faisait avant. Enfin bref, je pensais pas qu'on pouvait avoir une conversation. C'était ta mutuelle ? C'était ma mutuelle, ouais. Ok. Et c'était une conversation très intéressante. Et on a parlé des personnes âgées. Mais grosso modo, c'est ça. Ou sinon, parfois, je dis que je fais de la facilitation. Mais là encore, c'est pas très lisible et pas très clair pour le commun des mortels. Donc le plus simple serait de dire que je bosse dans la com, mais c'est pas non plus hyper juste parce que les gens imaginent soit que t'es graphiste, soit que t'es chargé de com, ou que tu fais de la conception rédaction, et je serais plutôt là-dedans, c'est un mais peu pas border, complètement, ouais. Peut-être. Mais c'est vrai que, alors ça c'est quelque chose que m'a dit mon avocat, que je salue. Il m'a dit mais Sipaï, je suis venue dans ton bureau, je sais toujours pas ce que tu fais et je suis ton avocat. Et il n'a pas forcément besoin de savoir vraiment ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a une forme de complexité de dire que tu es dans un secteur d'activité et c'est comme si chaque procédé que tu mettais en place devait être un métier en soi. C'est comme... alors, parce que moi j'aime bien faire des analogies, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu touchy parfois les analogies, mais je me dis, admettons, je fabrique une maison. Effectivement, j'ai différentes manières de fabriquer une maison. Mais oui, c'est vrai que être plaquiste ou maçon ou peintre, ce ne sont pas les mêmes métiers aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans un domaine où finalement les choses, elles peuvent toutes se chevaucher un peu. Parce que quand tu es facilitateur, tu communiques déjà. Et en même temps, quand tu fais du coaching pour de la prise de parole, c'est aussi de la communication, mais ça devient un peu de l'enseignement. Peut-être que quelqu'un a dit je suis enseignante. C'est pas facile. Enfin, c'est pas facile, j'ai l'impression qu'en fait, on nous demande de plus en plus d'être très clair, très lisible, en tout cas, ce qu'on dirait, tu vois, de rentrer dans des cases, là où en fait, c'est pas toujours possible. Et moi, j'aime bien aussi cette idée d'assumer, de pas rentrer dans ces cases-là. D'accord. Pour aussi, pouvoir avoir une conversation avec la personne et pouvoir aussi ajuster ma présentation, parce qu'en fait, souvent, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir l'inventaire à l'après-vert de tout ce que tu es capable de faire, soit de tes compétences, soit de tes projets. Qu'on n'est pas non plus obligé de se présenter comme si on était PDG, directeur général, tu vois, et enchaîner les titres. Et aussi tu vois, de laisser la possibilité de se rencontrer vraiment avec l'autre et dire, mais en fait, toi, t'es qui ? Toi, tu fais quoi ? Ok, pour te faciliter la compréhension, je vais te donner le petit bout
qui correspond. Et c'est aussi assumer ce que je trouve passionnant dans nos métiers, nos activités. C'est qu'on est des humains complexes, deux, qu'on a le droit de faire des choses complexes, et que c'est pas parce que c'est complexe que c'est forcément compliqué. Et que c'est aussi OK, tu vois, de pas toujours, en tout cas moi j'assume un peu ça, de pas toujours être hyper lisible, pour aussi se laisser l'opportunité. En tout cas moi je sais que peut-être dans un an je ferai plus exactement ce que je fais aujourd'hui. L'année dernière je faisais pas non plus exactement, que je sais que ça va évoluer, que j'aime me former, que peut-être un moment j'aurai envie d'arrêter, je sais pas, de travailler ou de faire carrément autre chose. Et j'aime cette idée d'être protéiforme et que ce soit OK, que les gens aient peut-être un peu du mal à me définir. Et néanmoins, tu vois, aujourd'hui, je suis plutôt cooptée ou recommandée. Et les gens arrivent toujours à trouver un petit bout de ce que je fais qui correspond à leurs besoins. J'ai eu un peu une réflexion similaire il y a quelques temps où en fait dans la même pièce, parce que alors, la petite histoire c'est que je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Félicitations. Merci. Et donc lors de cette procédure où finalement plusieurs personnes de tes différents cercles se rencontrent et ils discutent entre eux. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils doivent, peut-être en se parlant, ils doivent se dire, mais elle est complètement folle, elle a plusieurs personnalités. Tu la connais d'où et comment? Tu connais d'où? Putain, elle savait faire ça, je savais pas. C'est ça. Et en fait, j'ai eu cette réflexion-là où il y a aussi quand quelqu'un... J'aime bien écouter les gens me présenter, déjà parce que ça, c'est mon côté narcissique. J'adore ça. J'adore quand on me flatte et tout. Faites-le parce que ça me fait du bien dans mon moral. J'adore ta coiffure aujourd'hui. Ça te va très bien les cheveux courts. Ah, merci, tu sais que j'ai fait toute seule. C'est vrai? Ça, c'est ma grande fierté. Ah ouais. Ah oui, non, mais là, t'as encore plus rendu flou ton profil. Mais bon, c'est pas grave. Mais il y a pas longtemps, en écoutant, il y a quelqu'un qui m'a présenté et qui m'a dit, c'était Maud Gironet, de l'hyperespace, qu'on salue. Intéressez-vous à l'hyperespace, c'est génial. Ouais, et au travail de Maud qui est très poétique. Oui, bah tu vois, on a une gravure de Maud là, juste là. Ça se verra pas en podcast audio, mais je le montre à la caméra. Voici une gravure de Maud Gironet. Voilà. Et donc, Maud a dit à quelqu'un d'autre, ah bah voici Sipaï, elle est journaliste et photographe. Et là, je me suis dit, mais, ah bon? Oui, ma carte de presse. Où est ma carte de presse? Où est mon passe pour aller au musée gratuitement? Mais tu vois, ce qui est cool en fait là-dedans aussi, c'est que est-ce qu'on a besoin de maîtriser tout ce qui se dit sur nous? Et en fait, si en face, elle se dit, mais elle a des compétences qui pour moi me font me dire qu'elle est journaliste et qu'elle fait et qu'elle est photographe, c'est OK, tu vois, c'est comme aujourd'hui de ce que je connais. C'est une reconnaissance de quelqu'un d'impair aussi. C'est une reconnaissance d'impair, c'est la manière dont la personne elle a envie de te nommer et de te faire rayonner aux yeux des autres. C'est sympa. C'est ça. Ouais. Et en même temps, c'est une manière de présenter des compétences et aussi de te dire, ah bah tiens, elle me connaît. Enfin, il y a aussi ce truc de, aujourd'hui, on existe à travers plein d'avatars via les réseaux sociaux. Et donc, entre ce que les gens voient de toi, dans le travail, au quotidien, ce que tu partages sur tes réseaux sociaux, pro ou perso, où tu sélectionnes, forcément, en fait, c'est parcellaire. Et les gens vont se dire, ah bah ok, Sipaï, tu vois, moi, je mets autant ton côté artiste que professionnel de la communication au même niveau, parce que ce que je vois de toi. Et il y a autant et nourrir les deux. C'est aussi parce que c'est des parties que je présente finalement depuis assez peu de temps sur la partie artiste qui en fait peut-être et encore ça me fait encore très 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 bizarre de dire ça, mais qui était peut-être toujours présente dans mon quotidien, dans ma manière dans mon emploi du temps tout simplement, on va dire, mais dont je parlais pas peut-être par le fameux syndrome de l'imposteur, terme que je déteste maintenant tellement c'est galvaudé, mais pour plein de raisons j'en parlais pas, et un jour je me suis dit bah tiens pourquoi pas, et finalement c'est comme si la reconnaissance d'une forme de statut était venue à moi sans que je le demande, juste parce que je montrais juste, bah tiens, je fais ça, c'est tout. Sans même t'attribuer toi-même de qualificatif. T'es pas obligé de dire, ah, ce que je fais, c'est super. Évidemment, je sais que ce que je fais, c'est super, j'ai pas besoin de le dire. En fait, c'est la preuve par l'exemple. Ouais, un peu. Et parce que tu communiques et que tu montres des choses et parce que tu montres que tu fais, les gens se disent, ok, elle fait ça. Et en fait, c'est même plus à toi de t'attribuer la fonction. C'est les gens qui te disent, oh, bah, en fait, si elle le fait et qu'elle le montre, bah, moi, je raccroche ça à ça. Et donc, certains vont dire artiste, d'autres vont dire, elle est photographe et elle fait de la gravure. D'autres vont dire, elle est artiste plasticienne. Ouais. C'est encore un autre truc. Mais il y a plein de choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de nuances dans chacun de ces termes. Et c'est pour ça que finalement,
j'ai l'impression qu'Assonance est un peu enfin, forcément, c'est ma boîte, donc je l'ai fondée, donc évidemment, elle est un peu à l'image de moi. Mais parce qu'il y a plein de gens qui me disent aussi, mais Assonance, on comprend pas ce que vous faites. Vous faites des réseaux sociaux, bah ça arrive. Ouais, Vous faites de l'email marketing, des newsletters, bah ça arrive. ça oui, oui c'est vrai. De la rédaction, ouais c'est vrai, du lundi au mardi. Et Ouais. maintenant, de temps en temps, j'ai tendance à, tu sais, la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, il m'arrive de dire ça dépend des jours. Ah, c'est pas mal comme Ça dépend réponse. des jours, et ce que je trouve tellement vrai. Parce que là, on parle, mais il y a 1 heure, j'ai essayé de réparer une chaudière. Mm. Et bon, c'est pas moi qui l'ai réparée. Mais l'investissement intellectuel était tel. Que c'était. Oui, d'ailleurs, nous avons un nouveau chauffage. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cette pièce Et chauffée. il fait bon, il fait très bon. C'est vrai, mais après, il fait jour. Mais il fait surtout stressant aussi. Enfin, tu vois, pour moi, par exemple, là, je pense que je suis à 40 degrés de fièvre. Et Enfin, pas de pourtant, fièvre, tu mais fais du coaching en prise de parole. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, le niveau de confiance, tu vois, entre un truc, parce que c'est des questions que je me posais aussi dans la manière de communiquer ce qu'on fait. Ouais. On n'est pas si hors sujet que ça, attention. Dans la manière de communiquer ce qu'on fait, dans la manière de se présenter, c'est quand on est un peu, je dirais, pluridisciplinaire, mais en fait, on est quand même une seule personne. Donc, on est quand même une seule personne, donc on a quand même une manière de faire les choses. C'est un peu ce que des gens appelleraient, je sais pas, ton ADN. Et on a quand même une manière de faire les choses, un certain style, une certaine patte, qui fait que chaque chose que tu fais est quand même caractérisée. On ressent que ça vient de toi. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est aussi pour ça que les freelances existent. Parce que si c'était pas vrai, le fait que tu puisses faire des choses avec une certaine patte, en fait, personne ne serait freelance. On serait tous attachés à des tâches particulières. Et tu vois, je reviens sur ce qu'on s'était dit au début, il y a à peu près 15 minutes, selon mon compteur, c'est que je me dis, dans la manière de se présenter, ah, je comprends pas ce que tu fais, mais tu fais quoi? Ah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je me suis demandé si on subissait pas aussi une forme de syndrome de la fiche de poste. Si, carrément. Et de se présenter en compétences. Ouais. Alors qu'il y a aussi le fait que. Alors, peut-être qu'il y a des métiers, tu vois, tu parlais du chauffagiste qui était là tout à l'heure, où. Enfin, en fait, je sais pas si Très ça se performant, compare. on pourra vous le conseiller. Yes. Et puis Yes. avec un logo incroyable sur sa vidéo. Incroyable. Mais en fait, tu vois, peut-être que parce ce qui nous intéresse, c'est l'interdisciplinarité. Qu'on sait qu'on est peut-être aussi quand même sur des professions intellectuelles qui sont liées aux sciences sociales, sciences humaines, voire aussi domaine littéraire. Et aussi tech, tu vois, parce que je sais que toi, c'est une grosse composante aussi de ton activité. Mais de savoir que c'est en évolution constante et permanente. Du coup, en fait, la compétence, elle évolue. Et elle fonctionne même par strate, tu vois. Entre la manière de gérer des réseaux sociaux il y a 10 ans, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va se faire demain, il y a quand même pas mal de choses. Déjà, tu m'as dit 10 ans pour réseaux sociaux. Je viens de me dire, les réseaux sociaux ont 10 ans. J'ai eu un petit effet de petite tachycardie aiguë, là. Mais là, c'est vrai qu'on a des livres sur maîtriser les réseaux sociaux. J'ai retrouvé un que sais-je à la maison sur télécommunications, la révolution de l'Internet et tout. Et je pense que je vais... Moi, je me souviens, le premier MOOC que j'ai fait toute ma vie, c'était 2015. Le premier comment? Le MOOC. Le MOOC. Le premier MOOC, c'était 2014 ou 2015 et c'était Rue 89 qui faisait communiquer sur les réseaux sociaux pour les journalistes. C'est vrai que les MOOC, tu vois, ça a été la révolution. Enfin, on s'était dit, moi j'ai fait un MOOC. Waouh, t'as fait quoi? Et Rue 89, les réseaux sociaux. C'est vrai que Rue 89, à un moment, était une grosse référence en innovation éditoriale, communication. Et alors qu'aujourd'hui, tu vois, et ce que j'y ai appris, ça aujourd'hui, mais tu vois, enfin, il y a mille et une manières, mais nous, du coup, le cœur du réacteur pour nous, c'est peut-être de se former en permanence, de créer de l'interdisciplinarité, voire même de l'interculturalité, au sens de, tu croises ces disciplines, tu croises des points de vue, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des idéologies sur nos métiers peut-être, sur des manières de concevoir qui vont se croiser. Comme être pro-gluten. Par exemple. Ou se dire, moi je veux, enfin, tu vois, sur les métiers plutôt de la com, ou tu vois, je vais sur exemple sur la prise de parole, où moi je suis issue d'un cursus théâtre, j'ai commencé toute petite, j'ai fait mes études, j'ai un bac théâtre, j'ai fait une licence en art du spectacle. Ouais, j'ai un bac option théâtre. On étudie des textes, des classiques, on joue et on produit, on joue une scène. Moi, j'ai joué Lady Macbeth pour... Donc, tu t'es beaucoup lavé les mains.
entre autres, et j'ai beaucoup joué avec un couteau. C'était mon J'espère accessoire. J'espère que tu avais un accessoire complémentaire de la crème hydratante. Non, pas à Même cette pas. époque. Non, mais j'avais la peau tellement douce. Ah J'avais oui. 17 ans. Ouais, je comprends. J'avais pas du tout les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. D'accord. Et tu produis un dossier où tu réfléchis sur, un, sur la scène que tu joues, et deux, tu choisis une thématique que tu abordes, et tu produis un dossier. Mais ton anecdote bac théâtre, en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a, entre guillemets, sauvée d'un point de vue, je dirais, développement personnel et reconnaissance de mes compétences ou estime de moi-même. C'est que je pense qu'on a aussi, tu sais, dans ce parcours d'orientation qu'on nous impose en quelque sorte, parce qu'il faut bien structurer une société, il faut bien qu'on mette en place des formations, c'est logique. Mais je pense j'ai longtemps tenu en moi une forme de culpabilité. C'est peut-être pour ça que je parlais jamais du fait que je faisais des gravures, etc. Okay. Parce qu'il y a pas longtemps, on m'a dit je savais pas, c'est nouveau que tu fasses de la photo. Alors, assieds-toi. Attends. Alors, bref, mais j'avais en moi une forme de, je pense, de culpabilité, ou peut-être de honte, je sais pas, c'est un peu mélangé là. Il y a un peu un problème de conscience de ses émotions, mais de pas savoir m'identifier parce que j'avais pas fait, c'est cette voie royale pour faire quelque chose. Et que j'ai tellement un parcours entre guillemets chaotique que je savais pas me définir, parce que je pouvais pas dire j'ai fait telles études donc je suis ça. Par exemple, j'ai fait des études d'histoire donc t'es historien. Et c'est entre guillemets facile. Et mais en tout cas c'est compréhensible par les gens. Mais aujourd'hui, quand je vois, et finalement il faut avoir 35 ans pour se dire ça quelque part, bientôt 36, c'est que je me rends compte que chaque étape a construit en fait ce pourquoi je suis reconnue aujourd'hui. Tout ça, c'est des pièces de puzzle. Peut-être que je les ai mal vécues, entre guillemets, à un moment donné. De dire, cette voie-là, j'ai arrêté, je suis passée à autre chose. Mais je l'avais quand même décidé à cet instant-là. J'avais quand même choisi de passer à autre chose. Et je me dis, oui, c'est vrai, tout ce que je fais aujourd'hui, la qualité de ce qu'on produit dans l'agence, ou la manière dont on le produit avec cette interdisciplinarité, le fait de trouver des manières de faire ou des sources d'informations ou des ressources, des personnes à contacter pour nous conseiller de domaines différents. Je pense que c'est totalement issu de ça, parce que j'ai un peu désacralisé les études, au sens plutôt que de me dire il y a les études réussies, il y a le parcours que tu réussis ou que tu échoues. En fait, c'est juste du parcours et c'est OK. Et puis, c'est juste des étapes dans ta vie. Et voilà. Et puis ça peut être perçu clairement comme une sorte de prépa ou un entraînement. En fait, c'est là aussi où peut-être que... Ça fait un peu américain, là, de dire faut bien échouer, c'est bien. Ah non, moi quand je disais prépa ou entraînement, tu vois, par exemple, quand j'ai fait des études en art du spectacle, j'ai fait en gros, j'hésitais entre faire Sciences Po et art du spectacle, et je me suis auto-sabotée en me disant, je pense que... Moi aussi, j'ai fait ça. Mes notes sont peut-être pas suffisantes pour aller à Sciences Po, et puis ça coûtera de l'argent à mes parents, et puis en fait, c'est pas... Je viens d'une famille où c'était pas... Enfin, tu vois, dans le référentiel... T'étais de quelle région, toi ? Moi, je viens de Poitiers. De la Vienne, département de la Vienne, Futuroscope. Je vois. Ségolène Royal, voilà. Je vous ai fait... Et site internet Ségolène Royal. Il y a trop d'informations dans mon cerveau d'un coup. Et pareil, au lycée, enfin, tu vois, on n'a pas eu de profs qui nous ont présenté. Tu vois, je savais même pas que les écoles de commerce, ça existait, que potentiellement, j'aurais pu y aller, en fait. Donc, comme j'ai des parents hyper cool, je leur ai dit, je vais faire art du spectacle, parce qu'il y a la fac à Poitiers, que les gens ont l'air cool, et que j'avais 3-4 copains qui y allaient. C'est saltimbanque. Un peu, mais pas tant. Et en fait, quand je dis prépa ou entraînement, c'est que moi, j'y suis c'est OK, c'est une sorte de prépa, comme il y en a qui vont faire Cagne ou Hippocagne. Moi, je vais avoir 3 ans, je vais réfléchir, je vais parler théâtre, cinéma, et en parlant théâtre, cinéma, je vais parler dramaturgie, sociologie des publics, psycho, enfin, je vais toucher à plein de domaines, et je vais tester plein de trucs, des formes, et je vais lire plein de bouquins, et ça va être génial. Et ça l'était. Et en fait, aujourd'hui, et donc après, j'ai poursuivi en master. Et dans mon job aujourd'hui, je bénis en fait, et je fais souvent référence à cette période de fac qui était aussi parfois douloureuse, parce que tu vois, les cours de problématisation le jeudi soir de 18h à 20h, c'était l'angoisse. Les plannings de fac, c'était l'enfer quand même. Ouais, et puis aussi, tu vois, et en même temps, je les remercie pour cette exigence, et on les a détestés. T'es jeune, t'as des profs qui... Enfin, nous, du coup, des profs qui étaient très exigeants. Et donc, moi, je suis partie en me disant que je suis nulle.
Et tu vois, il y a même, tu vois, tu produisais pareil, des mémoires de 80 pages en disant, bah, ok, ton mémoire de master 1, faut qu'il soit au niveau d'un master 2, ton master 2, faut qu'il te prépare à faire une thèse. Il nous faut surtout pas la honte si tu changes de fac. Parce que Poitiers, c'est cool, mais en fait, on voudrait que tu ailles à Paris 8 et toi, t'es là, bah ok, j'ai pas tous les codes, je travaille, des fois ça m'ennuie, des fois j'y vais. Moi, j'ai un peu truandé pour faire beaucoup de stages en plus de mes études, parce que j'avais conscience que, avec un master en dramaturgie et mise en scène, Ça pouvait être compliqué. ça pouvait être un peu plus compliqué, puis qu'en fait, je me sentais pas d'intégrer des compagnies. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir fait ce parcours-là, parce que je sais lire vite, je sais lire des choses assez différentes, que je pense que ce qui peut faire la force quand je travaille, c'est de pouvoir justement agréger plein d'informations différentes, d'aller les chercher à des endroits différents, d'avoir été habituée à lire, à faire des synthèses, à créer des connexions entre des sujets qui, a priori, N'ont pas l'air connectés, mais qui en fait peuvent se nourrir l'un l'autre. Et si ils nourrissent pas mon client, ils me nourrissent moi. Et donc ils nourrissent une manière de raconter une histoire ou de rendre intelligible quelque chose. Et puis c'est aussi, tu vois, tout à l'heure, ce qui me donne envie de me lever le matin, tu vois, de me dire, bah ok, c'est quoi le nouveau sujet que tu vois, ma curiosité est nourrie en fait. Mais je pense que c'est ce qui nous permet d'un peu de tenir le coup. J'avais fait un post sur LinkedIn qui avait bien marché. C'était alors mon succès sur LinkedIn est un peu une surprise également. Mais parce que je me suis rendu compte que justement c'est quand j'ai libéré un peu ce que je voulais vraiment raconter que ça a marché, que ça a pris. Et c'est le titre d'un livre que j'ai lu qui m'a marqué et auquel je pense très souvent, alors que je l'ai lu une fois. Et parfois je me dis, faudrait que je le relise, ça me ferait du bien, et en fait je le fais jamais. C'est Survivre à son travail. Mais tu sais que j'ai lu grâce à toi. Tu l'as lu alors? Mais oui, et je l'ai trouvé génial. Mais et je me suis dit qu'en fait tous les étudiants, mais rien que le titre déjà, devraient, rien que le titre, la logique de survivre à son travail et toute cette approche, parce qu'après tu vois, dans les détails il y a plein de sujets, t'es pas forcément en phase avec 100% du truc, mais la démarche de dire quand tu as un métier ou une profession, ou, enfin voilà, un poste que tu as un peu choisi par goût, ce qu'on te demande à la base quand tu t'orientes, et ben comment tu y survis alors que ça devient une tâche, une demande, une responsabilité, parfois un fardeau. Comment tu survis à ça? Et il faut trouver les moyens de survivre à ça. Et donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est de me recentrer vers, ok, qu'est-ce que j'aime vraiment dans cette chose-là? Qu'est-ce qui fait que je suis venue là? Et j'essaye de cultiver cette partie-là. Et je pense que justement, c'est ce côté, comme tu dis, interdisciplinarité, mais aussi, je dirais, la pluralité des sources. Pour moi, c'est hyper important. C'est quelque chose qui de constater que des choses ont des liens alors qu'a priori n'en ont pas. C'est tellement satisfaisant parce qu'on se rend compte qu'en fait, bon, ça fait un peu utopiste, mais on se rend compte qu'on est en mesure de communiquer alors qu'on pensait qu'on pouvait pas et qu'on peut un peu tous s'enrichir les uns les autres. Même si et tu te rappelles de ce projet Webin Reims? Oui. C'était en quelle année? Attends, il y a la fiche derrière moi. 2019. Ouais. 2019, et c'était ça le projet. Bon, on l'avait appelé Webin Reims parce qu'il fallait faire un truc bankable un peu. Mais d'ailleurs, j'ai espoir, j'ai beaucoup d'espoir sur un nouveau tiers-lieu et moi pour organiser quelque chose. Alors je croise les doigts, j'espère qu'ils m'entendront. Zéro pression les gars, mais essayez de faire que la salle soit prête en 2025, s'il vous plaît. Deuxième semestre, ça m'arrangerait. Et donc, Webin Reims, c'était ça, c'était de dire, à l'époque, c'était Data Party, la thématique. La fiche est derrière moi, donc je te fais confiance pour vérifier. Ouais, c'est bien Data Party. Merci. Et donc, c'était de faire se rencontrer des personnes qui utilisaient de la donnée d'une certaine manière dans des secteurs d'activité totalement différents. Donc, certainement que sans ce prétexte, ils ne se seraient pas rencontrés. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'ils se rencontrent et qu'ils se disent « Ah, mais en fait, ton truc, il est hyper bien, à moi, il pourrait me servir. » Alors que ce n'est pas du tout les mêmes domaines. Et je me suis dit, en fait, que je voulais partager un peu ce kiff-là.
de dire ah ouais, ce que tu fais là, c'est hyper sympa. Je pourrais peut-être le faire aussi, alors qu'on fait pas du tout le même métier, mais juste un peu dupliquer ou certains procédés, certaines manières de faire et qui nous font tous progresser. Et après, moi, je pense que j'ai une de mes grandes satisfactions, c'est de rendre, tu vois, dans les contenus qu'on produit, bah, quand il est rendu et quand les gens ils disent OK, c'est validé, en fait, je pense que c'est une petite dose d'endorphine facile. Ouais. Ouais, de dire ah OK, quelqu'un a dit que c'était bon, ah bah, je suis content, ah bah c'est bien. Mais tu vois, peut-être qu'en fait, la manière de se présenter, au final, on fait plus de la médiation ou de la facilitation, mais dans le sens où sinon, tu vois, moi j'aimerais bien des fois dire que je suis un hub, dans le sens où je Au sens connecte. réseau du terme, Ouais, tu vois, de ouais. réseau, je connecte des routes, des gens, je facilite, je permets des connexions. Parfois, ça passe par moi et c'est moi qui fais. Parfois, ça passe par d'autres et je mets des bonnes personnes en relation. Que parfois, ça passe par une méthodologie Ouais. spécifique. Parfois, ça va passer, comme tu disais, par une manière d'être, ta personnalité et ta manière de faire travailler les gens ensemble, de les mettre à l'aise, ta manière de penser en fait, et aussi de voir le monde parce que ça s'enrichit de toutes ces expériences, de toutes tes lectures, de ce dont on parlait d'un parcours académique qui est parfois pas si, enfin en tout cas pas linéaire. Ouais. Et dire, en fait, voilà, ou moi j'aime bien aussi le terme de sparring partner. Alors, définition le terme, Et s'il ben, te le plaît. sparring partner, tu l'as en sport. Moi, je le connais plutôt sous l'angle de la boxe où, tu vois, t'es boxeur, t'as un match. J'ai un peu peur de toi d'un coup. Non, j'ai fait de la boxe en UNSS, donc ça a duré 4 mois. J'étais au collège et j'avais des bleus qui faisaient la taille de mes genoux sur les Oui, cuisses, mais donc j'ai vite peut-être que tu arrêté. sais faire des trucs quand même. Peut-être. Peut-être. Et le sparring partner, il entraîne le boxeur. Et souvent, il est D'accord. du même niveau, voire meilleur. Et en fait, il te prépare avant un match. Ah, c'est la personne avec qui tu t'entraînes vraiment pour, Ouais. sur le ring. C'est ça. Pour, ok. Et j'aime bien cette idée, tu vois, et parfois auprès de certains de mes clients, qui en fait je considère comme des partenaires, parce qu'on travaille longtemps, parce qu'on crée des relations humaines Ouais. aussi. C'est-à-dire, en fait, parfois ils font appel à moi parce qu'ils sont sous-effectifs, ils voient à peu près le chemin à prendre, mais pour plein de raisons, ils peuvent pas le faire Ouais. seuls. Et moi, j'interviens et j'ai renforcé l'équipe avec cette idée de comment je vous aide à faire mieux et aller plus loin, et parce que je crois fondamentalement, enfin, je suis même parfois plus convaincue qu'eux-mêmes du bien fondé du projet, de la démarche, de ce Ouais. qu'ils ont à raconter. Et cette idée de pouvoir mettre en lumière et aussi, tu vois, de clarifier, de se dire, mais parce que moi je suis et dedans et dehors, je vais être capable de vous trouver la bonne manière de vous présenter. Je vais être capable de vous montrer une manière de rendre les choses peut-être plus claires pour vous, ou de comprendre aussi les attentes de votre écosystème ou de vos parties prenantes, parce que vous êtes tellement dedans que là, vous n'arrivez pas ou plus à en parler avec d'autres mots. Et c'est là où moi, ça m'intéresse dans les outils sur la prise de parole ou sur la facilitation en tant que métier, ou la modélisation qui est un outil de la facilitation. Tu vas me dire, en fait, je peux activer plein de choses très différentes et qui peuvent servir en fait les gens avec qui je bosse. En parlant de, on parle un peu de beaucoup finalement c'est au début on s'est dit viens on va se présenter chacune. Finalement on a parlé de comment se présenter chacune. Ouais. Ce qui nous a fait tourner. En fait, j'aurais pu te présenter et toi t'aurais pu me présenter, ça aurait été rigolo. Trop de pression. Ok. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de la préparation pour une présentation à l'oral? Admettons, j'ai un sujet. Ouais. Que tu as pitché quelque part, tu dois la présenter devant, allez, 300 personnes. Comment tu te prépares, toi? Moi, je vais d'abord commencer. Alors, attends, je vais mettre le brief. On a 45 minutes et 15 minutes de questions. Ok, de prise de parole et 45 minutes. Et 45 minutes de questions dans une salle de 300 personnes. C'est assez d'infos déjà. Ok. Et sans diffusion live. Moi, dans ma manière de faire, je vais d'abord créer une carte heuristique où je vais positionner tous les thèmes dont je veux parler. Je vais aussi me poser la question de qui compose l'auditoire, en me disant que dans tous les cas, il sera protéiforme et que je vais réfléchir, mais du coup, à me poser les questions de c'est quoi leur niveau de connaissance de mon sujet, pourquoi ils sont là, est-ce qu'on est dans un contexte avec des enjeux business, est-ce que je vais faire de la sensibilisation, est-ce que j'ai des gens qui vont être des néophytes et découvrir un sujet, ou est-ce qu'au contraire, j'ai des gens qui maîtrisent déjà bien et j'ai envie de les emmener plus loin. Si tu as cette info, parfois on n'a pas cette chance, malheureusement. Parfois, on ne sait pas. Et donc, il faut naviguer entre les deux. Je vais aussi me poser la question en amont de moi, j'ai envie d'être qui sur scène.
D'accord. J'ai envie de montrer quelle facette de moi. Et donc moi, ce que je fais et ce que je conseille aux gens avec qui je bosse, c'est de leur dire, en fait, il faut que ça tienne en une phrase. De là, sur scène, je suis une professionnelle décontractée. Moi, ça, c'est ma phrase. Une intello cool. Et donc, ça veut dire quoi pour moi? Et donc, ça va venir nourrir, en fait. Et c'est là où je leur donne des termes de com, tu vois. En fait, c'est quoi votre tone of voice par rapport à ça? Parce que ça va venir nourrir, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va nourrir et ce que tu vas raconter. Ouais. Du coup, la forme que ça va prendre. Est-ce que j'utilise un support, pas de support? C'est quoi mon univers sémantique ou le champ lexical? Est-ce que je vais jargonner ou pas? Oui. Est-ce que, qu'on parlait tout à l'heure d'analogie, est-ce que je vais utiliser des analogies ou des anecdotes? Lesquelles sont les plus pertinentes par rapport à ça, avec lesquelles je suis à l'aise? Ouais. Pour pas non plus essayer de ressembler à quelqu'un qui n'est pas moi. Ouais. Et du coup, de prendre conscience et de me regarder en disant, en fait, moi, quand je parle, je suis qui? Et quels sont mes atouts? Et c'est quoi les freins, en fait, où je dois faire attention à quoi? Est-ce que je sais que je peux digresser hyper vite si j'ai pas bien balisé? J'avais pas du tout remarqué. Mais ça dépend des contextes, parce que tu vois... Parfois on peut. Parfois on peut, parfois on peut pas. Pareil, l'impro, est-ce que je peux me dire que je prépare un peu moins parce qu'en fait je suis très préparée, parce que c'est un domaine où je suis en maîtrise totale. Et ça va aussi jouer sur comment j'ai l'habitude de prendre la parole. Toi qui fais des conférences, tu es entre micro à la main, micro-casque, tu bouges pas de la même manière et ça rajoute un stress qui est pas toujours le même. Il faut apprendre à tenir le micro, etc. Ouais. Et donc si tu parles avec les mains, c'est de prendre conscience de ça et presque tu vas te visualiser, voire t'entraîner. Donc il y a ça, donc tu vois, la carte heuristique, moi je trouve ça fondamental. On va juste rappeler le terme heuristique, qui vient de l'herméneutique, qui vient de Hermès, qui est le dieu messager, mais qui est aussi le dieu de l'interprétation. Et en fait, c'est que ça permet, moi j'ai toujours besoin de passer par le papier et le crayon pour poser les termes et pouvoir aussi créer des connexions entre les termes et pour me dire, attends, là, je l'aurais dit de cette manière-là, mais justement parce que je me suis posé la question de qui va m'écouter, dans quel contexte, peut-être qu'en fait, c'est à ce moment-là. Et donc, ça va me permettre de commencer à construire un plan. Et puis aussi de me dire, j'ai parfois besoin de poser. Tu vois, 45 minutes, pour certains, ça paraît énorme. Et en fait, en fonction de ta thématique, parfois, c'est court. Donc, ça va aussi te permettre... De ton endurance. De ton endurance et puis de l'heure de la journée. L'heure de la journée, est-ce que tu es sur un salon? Est-ce que tu es un festival? Est-ce que tu es à 13h après le déj? Ouais, et est-ce que tu es la 5e conférence de la journée ou pas? Ou est-ce que tu arrives sur un after-work? Est-ce que tu avais Beyoncé juste avant toi? Ouais, et là, c'est qui tout double, quoi. Ouais, ça joue énormément. Le programme, tout le programme de la journée joue énormément sur ce qu'il faut faire. Et de pouvoir, tu vois, te dire, il y a peut-être des sujets que je pose. Ok, ils sont posés, mais je les aborderai pas. Et en plus, ce dont tu parles, quand tu sais que tu dois intervenir dans un programme, c'est de dire, j'avais qui avant moi, j'ai qui après moi, et comment je crée du lien. Tu vois, pour aussi montrer que enfin, tu vois, il y a aussi comment dans ma préparation et dans ce que je vais produire, j'accorde du soin aux gens qui m'écoutent. Il y a un respect, tu vois, je vous propose pas un truc qui est copié-collé, en fait, qui est décorrélé du contexte. Et donc de faire ça, ça aide dans la préparation. Et après, le mieux, c'est de s'entraîner à vélo, dans la voiture, à la maison. Ça a l'air tellement méthodologique ce que tu fais. Mais oui, parce que moi j'aime, ça me rassure. Je ne saurais pas faire autrement. Deux, ça me permet de rendre le truc agréable, parce que c'est quand même, ça peut être laborieux et en vrai chiant de préparer et de travailler, qu'en fait moi j'aime pas travailler, je suis plutôt une grosse flemmarde et du coup de le faire de plein de manières différentes, ça me permet de garder une attention, un intérêt pour pouvoir le faire, qu'en fonction des sujets tu peux aussi aller chercher, te créer une sorte de mood board, aller chercher des images qui vont parler, de faire des dessins et des schémas pour aussi repérer ce qui peut être... On dirait que tu te crées des prétextes de dispositifs pour réussir à faire ton travail, parce que sinon tu n'as pas envie de travailler. Ouais, carrément. Et du coup d'aller chercher aussi de la recherche, d'écouter des podcasts, d'aller lire des bouquins, de faire des... Et en fait, et aussi parce que quand tu sais comment fonctionne le cerveau, et notamment sous l'angle de la créativité, tu sais que plus tu vas préparer, travailler, réfléchir, en fait, ton cerveau va bosser tout seul. Tu vois, je me souviens d'une fois quand on travaillait dans les mêmes bâtiments. C'est vrai qu'on a fait ça. Et tu marchais et tu disais, en fait, moi j'ai besoin pour réfléchir de marcher, de me mettre en mouvement.
Et ça fonctionne réellement. Comme en fait, tu vois, le fameux effet Eureka, il n'existe que parce qu'avant, il y a eu une somme de travail, de recherche et tu vois, de faisceaux pour réfléchir sur un sujet qui fait qu'à un moment, tu dis, c'est bon, j'ai trouvé. Et ça ne marche que si tu es dans ton bain. Pour le coup. Mais Oui. tu l'as à plein d'endroits, en fait. Et c'est aussi te dire quelles sont, en fait, une fois que tu te connais aussi dans ta manière de bosser, tu vois, il y a ceux qui vont tout écrire d'une présentation. Ouais. Alors oui, tu peux tout écrire et moi, ça m'arrive de tout rédiger parce que j'aime aussi, tu vois, j'ai besoin de verbaliser, de voir si ça sonne bien, de me dire, enfin, non, ce mot-là plutôt qu'un autre, d'aller chercher des synonymes, de me poser la question, bah là, c'est trop facile, mais en fait, c'est pas très juste. Et donc, je veux le bon terme ou la bonne manière ou, tu vois, cette métaphore, elle fonctionne bien et elle me fait kiffer, moi, à dire, mais en fait, les gens, ils vont pas la comprendre. Donc, je vais l'enlever parce que ce qui m'intéresse, et c'est là aussi le sujet fondamental, c'est comme je respecte les gens qui m'écoutent et que je m'intéresse sincèrement à eux. Parfois, l'idée, c'est pas de faire un show et je fais pas du stand-up où moi, je me fais kiffer. Mais en fait, je dois parler pour que les gens comprennent, pour que les gens s'intéressent, pour qu'ils se sentent concernés. Et donc, il faut aussi un petit travail préalable de décentrement, c'est-à-dire tu vois, par exemple... T'es pas là pour toi-même, en fait. C'est ça. Et t'es pas là pour te faire kiffer ou de parler que de tes références. T'as le droit de kiffer un peu. L'idée, c'est que oui, bien sûr, mais tu te retrouves à être le messager de quelque chose. Et c'est aussi de savoir pourquoi tu parles. Est-ce que tu es là pour ton personal branding? Est-ce que tu es là pour transmettre des idées, des informations, que les gens bougent, les mettre en action? J'ai l'impression que la manière dont tu abordes cette chose, finalement, tu as développé la notion d'éviter d'être la personne qui s'écoute parler. Ouais, là, tu as par exemple, ce que tu viens de dire, je l'ai en fond, en me disant putain, mais les gens, ils doivent écouter et se dire que c'est pas intéressant, Elle est dingue, ou que c'est pas clair, mais il y a ça, mais il y a aussi ça, tu vois, parce que en fait, c'est aussi comment on se nourrit des expériences où nous, on écoute d'autres gens parler. Tu vois, ça a été quoi quand on était à la fac et qu'on écoutait les profs? On était hyper endurant. Enfin, on avait quand même des cours magistraux de 3 heures. Parfois, j'y pense. Et je me dis, mais comment je faisais? Moi, je me supporte pas 45 minutes sur scène, les gars. C'est fou. T'as ça, en fait, tu vois, c'est aussi de se dire comment on se nourrit de toutes ces prises de parole qu'on a écoutées et comment on décide, tu vois, de se dire quel était le meilleur et en même temps, c'est quoi les écueils qu'on doit pouvoir éviter par rapport à ça. Et ça joue à plein d'endroits. Tu vois, ce serait intéressant que toi, tu nous expliques quand tu fais tes conférences. En plus, tu les fais dans différentes langues. Ah ouais. Un, comment tu les prépares, et deux, comment tu sais ce que tu fais juste dans la transmission à l'oral, si des fois tu utilises un support. Actually, it's quite complicated. Mais en fait, moi, alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en devant transmettre aussi à mes collaborateurs et collaboratrices, c'est que j'ai beaucoup de mal à exprimer les méthodes que je mets en place. Parce que je me suis rendu compte que je fais des choses pas de manière instinctive, mais un peu en tâche de fond, en fil rouge, justement, comme tu disais, en marchant ou, je sais pas, en faisant la vaisselle ou n'importe quoi, en fait, pendant tout ce temps-là, il y a des idées, comme si elle travaillait un peu en tâche de fond, comme si j'avais mon idée qui avait un temps de chargement très long. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, et c'est compliqué aussi avec mes proches de temps en temps, j'ai remarqué, parce que le moment où je communique cette idée, souvent, elle est déjà en réalité assez mûrie. Parce que je l'ai travaillée en tâche de fond, et ça encore, c'est de la, comment on dit, métacognition. Ouais. Parce que j'ai pris conscience de ça, mais hyper tardivement, qu'en fait, ça fonctionnait, ça travaillait en tâche de fond, et quand je sors l'idée, en réalité, elle est déjà plutôt mûrie. Alors que énormément de personnes, peut-être la majorité, je sais pas, énormément de personnes ont tendance à exprimer d'abord l'ébauche de l'idée et après rajouter des briques progressivement. Comme si on avait d'abord l'idée et après on y réfléchit. Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Donc, une fois que j'ai exprimé l'idée, en général, elle est plutôt mûre, ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration aussi, parce qu'on a tendance à me reprocher de faire des trucs sur un coup de tête. Alors qu'en fait... Que pour toi, c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas un coup de tête, mais comme j'ai pas forcément une conscience réelle de la manière dont je travaille, je peux avoir aussi l'impression que c'est un coup de tête.
Alors qu'en réalité, c'est une agrégation de plein d'informations qui ont abouti à un bourgeon d'idées, qui ont mûri, s'est dit, ah oui, en fait, je veux le faire comme ça. Mais ça, tu vois, Ça, c'est déjà hyper compliqué pour moi. Ouais, mais ça, c'est un sujet presque de communication interpersonnelle. Oui. Et pour dire à des gens, il faut que tu fasses ça dans le cadre de ton travail, c'est un enfer. Et je vois, je fais énormément d'efforts. J'espère que mes collaborateurs et collaboratrices vont écouter. Je vous assure, je fais énormément d'efforts pour essayer d'expliquer comment faire les choses, comment je les sens, comment je veux que ça soit à la fin. Mais que c'est déjà un travail pour moi-même tellement fort que je peux avoir un temps de latence. Donc soyez indulgents. Yes, mais tu vois, ce que tu dis là, c'est aussi ce qui est passionnant. J'en parlais avec mon binôme de travail en ce moment qui s'appelle Jessica, qui est designer, où on se disait, mais ce serait génial et intéressant que les gens nous expliquent comment ils travaillent. Parfois, ils savent pas. Et parfois, ils n'arrivent pas à le dire, mais par contre, tu vois, de poser des questions et d'observer comment ils le font, ça permettrait aussi de nourrir les autres, de se rassurer sur le fait qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de faire, mais qu'on peut en avoir plusieurs. Tu vois, moi, je fonctionne plutôt comme toi. Et maintenant, quand je bosse en binôme avec des gens, je vais leur dire pour les rassurer. Parce qu'en fait, ils peuvent aussi avoir l'impression que tu ne travailles pas. Oui, alors vrai. Que tu dis, en fait, non, il faut juste encoder la machine. Maintenant, je sais que ça va bosser tout seul. Que pareil, moi, il n'y a pas je bosse de 9h à 18h et après, je bosse plus. Mais en fait, je vais utiliser tout ce que je vais voir. Et donc, soit volontairement va nourrir en permanence. Et tu vois, ça peut être, je regarde un Marvel et d'un coup, je vais penser à un truc et en fait, ça va me nourrir. Et en fait, tout ça va juste, tu vois, moi, dans ma tête, j'imagine des trampolines. En fait, il y a plein de choses qui vont être des tremplins ou des trampolines pour aller vers une autre idée. J'espère que c'est capitonné dans ta tête parce que... ou comme un Mario, tu vois, pouf, pouf, pouf. Et puis, il y a aussi ce fait que d'un coup, je vais être tournée et donc je vais volontairement... Enfin, moi, ce qui me passionne dans mon travail, c'est aussi de faire des recherches. Oui. Et donc, d'un coup, parce qu'en fait, c'est ce que je trouve cool. Et donc, pendant X temps, je vais faire des recherches volontaires et dans des bouquins, des journaux, écouter des podcasts, chercher des films. Arte, c'est génial aussi pour ça, pour aller chercher énormément de ressources. Des ressources, des trucs qui vont à un moment aussi venir nourrir. Et en effet, tu peux donner l'impression de ne pas travailler parce que tu ne rends pas visible. Moi, j'ai souvent l'impression que je ne travaille pas. Alors je me dis, les gens, ils doivent tellement croire que je ne fous rien et que les choses, elles sortent comme ça, out of nowhere, comme on dit. Et après, donc, pour les conférences, ce qui se passe, c'est que l'idée, elle est assez mûrie. Je l'envoie, je candidate. Parfois, c'est retenu ou pas. Quand c'est retenu, déjà, je fais un peu la fête avec moi-même. Je suis très contente et tout. Et en fait, j'essaye de prioriser un peu, comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de dire qu'est-ce que je veux représenter, qu'est-ce que je veux faire en fait sur scène. Et je prends en compte aussi la fatigue cognitive de l'audience. Je me dis, si tu passes à telle heure, de toute façon, dans tous les cas, ils sont là pour ça, pour parler à énormément de gens, pour écouter énormément de choses. Ils vont pas du tout se rappeler de ce que je vais raconter, en réalité. Et je sais très bien que dans plein de choses que je raconte, tout ça va être en réalité le décor de quelques idées qu'ils vont retenir. Et par rapport à ça... Donc j'essaye d'assumer ça en fait. Ok. Et juste une question pour que tu vois, on comprenne. Toi, ton enjeu, c'est purement de la transmission. Tu as aussi des enjeux de te dire, derrière, ça peut déclencher des contrats. Et pas évidemment que ça déclenche des contrats, mais en fait, je pense qu'il y a aussi des choses, j'ai essayé de lister. T'as ce que tu veux être, mais tu as aussi ce que tu veux surtout pas être. Donc par exemple, le truc de être la personne qui s'écoute trop parler, j'essaye d'éviter ça. Et et aussi à force d'être moi-même public et de podcasts et de conférences, par exemple de rediffusion de TED ou ce genre de choses, ou de conférences professionnelles. En fait, petit à petit, j'ai essayé d'identifier les choses que j'appréciais pas. Et par exemple, j'ai beaucoup de mal avec des choses qui sont trop péremptoires. Par exemple, il faut faire ça, ça, ça. Et quand tu parlais tout à l'heure du tone of voice, en fait, ça m'a fait penser au fait que souvent, dans les méthodes de communication, il y a beaucoup de gens qui vont dire il faut que tu adoptes tel tone of voice, telle tonalité dans ton discours, tel registre. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette méthode de dire tu pars directement sur il faut que tu fasses ça. Parce que déjà, pourquoi ? Et peut-être que c'est pas la personnalité de la personne, peut-être que c'est pas ce qu'elle est réellement elle-même, ce qu'elle incarne
intrinsèquement, pour utiliser des mots compliqués, et ça va échouer parce qu'en fait, tu vas te déguiser. Je veux pas être. Je sais que ce que je veux pas ressentir aussi quand je suis sur scène, c'est je veux pas ressentir l'effet de la personne qui fait sa présentation de rapport de stage avec le costume de son oncle qui est trop grand. Ouais. Et je sais que je veux pas passer un moment désagréable. Donc j'essaye de prioriser. Je dis, ok, mon truc qui dure 45 minutes, il y a 300 personnes. Même si j'ai des infos sur l'audience, je sais très bien qu'il y aura plein d'exceptions. Donc j'essaye de faire l'essentiel. J'aime pas les choses péremptoires. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je pars toujours du principe que ce que je partage, c'est un retour d'expérience qui va apporter des enseignements, mais qui sont des enseignements issus d'une certaine expérience. Donc, il faut que je la documente. Ouais. Et il faut que je donne des exemples, il faut que je la documente parce que sinon, c'est juste, justement, là où ça va être péremptoire, c'est dire ah bah oui, si tu veux être professionnel, il faut mettre une cravate, par exemple. Ouais. Mais ce que tu dis là, ça amène aussi à un sujet qui est de pouvoir déclarer d'où tu parles. Oui. Quitter d'où tu parles, c'est quoi tes référentiels, c'est quoi tes biais, sans en faire non plus des caisses. Mais au moins, comme ça, les gens, aussi, tu leur balises le chemin. Pour que, aussi, tu les prends pas pour des idiots, et eux vont être capables de se dire, ah, ok, là, elle me dit ça. Et parce qu'elle vient d'eux, là, qu'elle fait ça, et du coup, moi, je peux... Tu les mets en contexte. Ouais, et je peux nuancer, je peux contrebalancer, je peux dire que là, je suis d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, quand tu déclares d'où tu parles, je trouve que c'est hyper important, et ça fait aussi un préalable, comme tu le dis. Tu contextualises ton discours aussi, tu balises, tu donnes... tu sais très bien que... Et ça rejoint un peu l'idée du respect de son audience. C'est que, justement, si je respecte mon audience, je respecte aussi son propre savoir-faire, sa propre expérience, le fait que cette personne-là, ici, peut avoir vécu quelque chose de totalement différent, une expérience totalement ailleurs, et c'est OK, en fait. Et si on est là pour échanger, là, c'est juste qu'aujourd'hui, pendant 45 minutes, c'est moi qui ai le micro. Donc, en fait, c'est juste mon temps de parole. Mais c'est pas un temps où je dois prêcher quelque chose. C'est juste que j'ai un temps de parole à un moment donné. Et j'essaye de le considérer comme ça. Et je trouve que ça me facilite beaucoup les choses pour justement y aller. Me dire, OK, en fait, de toute façon, comme c'est ton expérience que tu as vécue et les enseignements que tu en as tirés, en fait, c'est pas grave aussi si les choses, elles sont pas 100% vraies, parce que c'est une expérience. Et que c'est quelque chose que tu as vécu de toute façon et on pourra pas te retirer ça, déjà. Donc ça t'enlève une certaine pression aussi. Ça m'enlève une certaine pression. Et bien sûr, il faut que ça soit... Moi, je tiens beaucoup à ça, à ce que ça soit documenté. Je tiens beaucoup au fait à ce que ça soit documenté avec des ressources qui sont... que j'ai passé du temps à chercher. Que peut-être parfois, ça sort de derrière les fagots et t'es là... Ok, qu'est-ce que ça fout là? Mais pour moi, c'est important parce que je pense que c'est important à un moment donné pour la compréhension de ce que je veux raconter. Et après, dans ce que je veux incarner, je pense que ce que je veux incarner, c'est plus... je veux incarner je veux montrer le fait que on a un certain objectif qui peut être mercantile, mais c'est pas parce qu'on a un objectif mercantile et capitaliste et objectif de rentabilité, etc., que la manière de le faire doit être entre guillemets bâclée parce qu'on a la course à la rentabilité, à l'efficacité. Et que c'est s'autoriser aussi à prendre le temps de poser les choses, de dire cette chose-là, je veux faire ça pour cette raison. Et je pense que c'est aussi une manière de mieux accepter ce que tu fais et de vraiment faire avancer les choses, parce que je pense que quand tu subis en fait une consigne à laquelle tu crois pas, ce qui peut arriver, mais là c'est à toi de te déplaire aussi, de dire ton truc j'y crois pas, c'est nul, c'est comme ça aussi que ça échoue. Et par exemple, tu vois, si je prends l'exemple de l'agence Assonance, on pourrait dire nous il y a une baseline qu'on utilise, c'est on est les geeks littéraires. Et en fait, qui est un truc que j'ai repris de mon ancien boss, qui, pour me recruter, m'a dit « je cherche une geek littéraire ». Et il m'a recruté, et donc j'ai gardé ça. J'ai gardé ça, et maintenant je parle beaucoup de singularité, par exemple, du fait que on essaye de faire les choses en conscience, en fait, des dispositifs.
et pas imposer des règles prémâchées de dire ah bah si c'est professionnel et si c'est luxe, il faut que le site il soit sombre. En fait, peut-être qu'il faut qu'il soit sombre, mais peut-être pas. Peut-être que d'habitude l'usage fait que dans le luxe les choses les choses sont sombres. C'est vrai, ça voilà, mais tu as le droit de faire autrement. Mais il faut que tu le décides. Bah, faut que tu le décides. Et puis moi, ce qui me passionne là de plus en plus aussi, c'est de réfléchir à, tu vois, en design, on dit, en design thinking, c'est quoi le vrai problème? Et c'est que là aussi, peut-être que parfois le problème évoqué est pas Comme le réellement le vrai problème problème. interne. C'est ça. Ouais. Et il y a aussi cette approche, tu vois, notamment, moi, ce qui m'intéresse, parce que avant j'ai bossé aussi dans l'accompagnement d'entrepreneurs, Ouais. c'est aussi réfléchir à, mais c'est quoi ton enjeu pour toi? Parce que si derrière c'est juste de, enfin, tu vois, ça peut pas être simplement communiquer. Ouais. C'est est-ce que derrière tu as un enjeu de croissance et de développement? Est-ce que tu as un, et donc C'est quoi ton vrai problème en fait aujourd'hui? Et par rapport à ça, bah, derrière l'accompagnement, il va être différent et on va pouvoir pousser ou activer des leviers qui vont être et en effet te dire bah, peut-être que oui, c'est du luxe et on pourrait être sur du son, mais en même temps, tu cherches ton enjeu, il est où? Ah bah s'il est à tel endroit, peut-être que non, on va aller sur d'autres types de couleurs ou une autre typo et on va utiliser des messages qui vont être différents et qui vont dire peut-être la même chose que mais qui vont justement être ta singularité. Je pense que l'essentiel c'est d'avoir choisi les choses, de pas les subir juste parce qu'en fait on est aussi dans un domaine de métier, la communication, qui est aussi extrêmement documenté. Il y a eu beaucoup de recherches dessus, il y a énormément de manuels et tout ça ce sont des guides, des outils, mais on en fait ce qu'on en veut. Parce qu'on est des gens. Oui, puis parfois même c'est trop en fait. Ouais. Enfin, c'est trop. Tu vois, là, je suis en train de lire un bouquin de Guillaume Lamarre sur. J'espère que je me suis pas trompée sur son prénom et nom, mais qui s'appelle L'art du storytelling, qui est passionnant et qui retrace l'histoire du storytelling avec des exemples, des exercices, et qui moi me plaît parce que focus plutôt littéraire et avec des approches sociaux. Mais tu vois, si quelqu'un du marketing parlait de storytelling, il en parlerait d'une autre manière. Et en lisant, tu vois, par exemple, ce bouquin qui est très documenté, tu réalises qu'il y a mille et une manières de faire les choses, en fait. Et c'est là où parfois, comme tu dis, c'est un peu trop, ça peut être hyper péremptoire. Et comme aussi, il y a énormément de documentation et que tout le monde documente son travail. Tu peux faire une mise en perspective quand tu as beaucoup d'exemples. Tu peux te dire, ah oui, cette personne, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Bah moi, où est-ce que je me situe dans tout ça pour faire... c'est un état des lieux, en fait. Et après, tu vois, donc, je fais tout ça. Et la manière dont est construite la conférence elle-même, et là, mais c'est le chaos. C'est le chaos sur Terre. C'est waouh, c'est 15 000 post-it accrochés, tu te fais des bullet points, t'écris sur ta main. C'est pire. Je ne sais pas. Non. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je prends un papier, mon crayon, et en fait, j'écris et je fais comme si je racontais la conférence à quelqu'un. Ok. Je m'imagine, je raconte le truc. Et d'abord, tu passes par l'écrit. D'abord, je passe par l'écrit. Parce qu'en fait, je passe par l'écrit pas d'un point de vue fonctionnement cognitif. Je passe par l'écrit parce que sinon, si j'ai pas la trace, je suis dans le caca. Ok. Voilà, donc il faut qu'il y ait une trace quelque part. Sinon, j'oublie, ça va aux oubliettes et j'aurais tout travaillé pour rien. Ce qui est dommage. C'est un peu con. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et ce qui se passe, c'est que je fais ça. Je fais comme si je racontais à quelqu'un. Et après, j'essaye de voir, ok, quelles sont mes priorités là-dedans. Quel est mon message principal? Parce que effectivement, il y a plein de choses qui vont être le décor d'une idée. Et je me dis, si je veux que la personne, elle se rappelle de moi, il faut qu'elle se dise, cette personne-là, elle fait à peu près ça, de cette manière-là, surtout de cette manière-là, et pas, elle fait ça, de cette manière-là, et j'ai retenu ça. Et je me dis, ok. Et tout autour de cette chose, de cette priorité. Parce que je me dis, les gens, ils sont surbookés intellectuellement. En plus, t'as le mass media, etc., l'infobésité, comme on dit. Et toi, t'es qu'une personne dans tout ça. Qui a un temps de parole à un moment donné, qu'on a daigné t'accorder, ce qui est déjà beaucoup. Et limite, c'est pas à eux de me dire merci. Moi, je vous dis merci déjà d'avoir posé vos fesses sur cette chaise pour m'écouter pendant 45 minutes. Parce que c'est du sport. Et du coup, je t'ai jamais vu en conférence, mais par contre, j'ai vu pas mal de photos que tu publiais de conférences et t'as toujours un support. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui peut stresser les gens, c'est de dire, je parle 45 minutes,
sans support. Et donc, en fait, mon seul médium, c'est moi. Ah oui. Toi, parfois, tu as un support, mais du coup, ça peut rajouter une Mais en complexité vrai, de mon comment je crée une relation support, entre les deux et tu vois je mets comment. le moins de choses possible sur mon support. Enfin, la Et du présentation coup, PowerPoint. en Non. fait, il te sert à quoi ou est-ce qu'il t'a imposé? Tu vois, parce que des fois, c'est dans les Je l'ai déjà fait conditions. sans support. J'ai déjà fait sans support en vrai parce que j'avais pas le temps. Ok. Et j'ai dit aux gens, alors en plus c'était un meet-up chez Google à Paris Mhm. où je devais faire une présentation et j'ai dit les gars, aujourd'hui je fais une conférence low tech, pas de support. Et en fait en vrai j'avais mon carnet comme ça derrière mon Ouais. pupitre et je faisais mon truc. Et pour moi les slides me servent plutôt de moyen mnémotechnique Ouais, visuel, d'ancrage. de dire en fait d'ancrage, c'est ça, et même d'ancrage de timing, de dire par exemple j'essaye, alors c'est tout con hein, c'est un truc que j'ai inventé, j'ai envie de dire que je l'ai inventé, mais en gros ma slide de moitié elle a une couleur différente, Yes. ou elle a comme ça je dis ah oui je suis à la moitié, Ok. parce que tu peux pas regarder, t'as pas le temps de regarder. Ouais. Donc je dis ok, du coin de l'œil c'est le machin vert fluo, si je suis au machin vert fluo c'est que je suis à la moitié, a priori je suis en retard, le timing n'est pas bon. Donc c'est un repère temporel et donc aussi c'est un repère de à peu près de ce que je veux raconter à tel moment. Et ça c'est important pour moi. Mais après je mets le moins de choses possible sur les slides parce que je veux pas en être dépendante, je veux pas créer une attente. Par exemple, si la slide il y a beaucoup de texte, j'ai pas envie de créer une attente, en fait, que finalement j'oublie ce que je voulais dire, je raconte autre chose et qu'il y a un effet déceptif. Donc pour moi, c'est juste un peu un chapitrage. Et les seuls moments où il y a vraiment beaucoup de choses, c'est quand par exemple c'est des tableaux, genre de choses où j'ai envie de montrer finalement que les choses elles peuvent être classifiées en quelque sorte. Mais en vrai, la priorité, ce que j'ai remarqué, c'est que je mettais surtout des sources. Par exemple, vous pouvez aller voir telle personne, tel machin, tel documentaire. Et ça, je le documente beaucoup sur les slides. Mais par contre, j'essaye. Et après, j'ai des fiches. Et j'ai des fiches. Et mes fiches, en fait, c'est un peu le format ultra résumé de mon histoire écrite précédemment, dans l'épisode précédent, avec les choses que, comme je sais que je vais oublier des éléments à raconter, j'essaye de noter celles auxquelles je tiens vraiment, qui sont importantes dans mon objectif, mais dit ok, ce truc-là, si je l'ai pas dit par rapport à ce sujet, parce qu'en fait dans mes recherches c'est ce qui m'a le plus intéressé, et ben je vais moi être déçue. Ok. Ouais. Et après j'essaye de finir par très récemment, je finissais par des chansons que tu chantais toi-même ou que alors tu diffusais? Non, il y a quelques temps à Brighton, non mais à Brighton j'ai fini par Eminem. Ok, et pourquoi? Parce que c'était ce que tu voulais transmettre, une certaine émotion, une envie de se mettre en action, une rupture, un truc rigolo? Je pense que l'aspect interdisciplinarité, waouh, ce mot est compliqué. Mais il compte des points au Scrabble. Ouais, ça dépend comment tu places. Oui. Déjà pour ça, et puis, alors le sujet c'était créativité à l'ère de l'intelligence artificielle, qui est un peu mon gros sujet du moment depuis quelques temps. Et la thèse était de dire que l'intelligence artificielle fonctionne très bien avec un certain corpus d'informations, et de dire que la singularité c'est quoi? C'est pas le fait d'être capable de rédiger, parce que ça finalement c'est dans les hard skills, mais finalement ton corpus de données en fait c'est ta vie. C'était ça la thèse principale. Et en gros j'avais dit si t'as une opportunité, une chance, c'était ça, il faut que tu y ailles quoi. Si en fait ta vie c'était le propos que t'as donné, c'est ça qui fait que ce que tu incarnes en tant que marque, entreprise, structure, personne, professionnelle, en fait c'est tout ce que t'as vécu dans ta vie. Finalement c'est un peu tout ce qu'on s'est dit là, tout ce que t'as vécu dans ta vie qui fait que ton projet ou la manière de le faire est singulière. Et c'est pour ça qu'on va acheter chez toi ou te demander des choses, ou juste qu'on va avoir un souvenir de toi particulier qui permettra une recommandation. Et finalement, si ça débouche sur un contrat, tant mieux. Mais c'est pas tant le but premier. C'est plus le but secondaire. C'est de dire... Parce que si déjà les gens, ils ont compris ce que je faisais et la manière dont je le fais,
Et ben ça trie aussi. C'est que si la personne qui te contacte après une conférence, c'est qu'elle a compris ta manière de faire. Et donc, c'est un prospect qualitatif. Ouais, puis c'est un sujet de reconnaissance. Oui, on se reconnaît un peu entre gens un peu nerds, bizarres. Bah, ça, comme tu le dis, en effet, il y a tellement de... Il y a un océan de possibilités. Oui. Et en effet, c'est peut-être que... Enfin, là où certains vont se dire comment tu sors du lot avec peut-être des compétences, c'est de dire, bah, en fait, ces compétences, aujourd'hui, tu peux vite les acquérir, tu vois. Enfin, tu passes des heures à bûcher, tu vois. Tu fais un MOOC. Ouais, tu vas, un MOOC ou carrément. Et en fait, où tu vas sur Domestika, qui est mon nouveau terrain de jeu sur les Nous, on MOOC a bien produits. un abonnement masterclass. Ah, ça, je connais pas. Ah, bah, je te montrerai. Mais il faut pas que je connaisse parce que je vais y passer des heures. Mais en tout cas, tu peux acquérir tellement de trucs et t'entraîner et tenter et tester. Mais comme tu le disais, en fait, c'est ta manière de faire, c'est... de combiner les choses. C'est de combiner, c'est aussi le soin que tu vas accorder à la relation avec les gens avec qui tu vas travailler. Parce qu'en fait, comme on disait, tu as des enjeux business, il y a un stress, il y a en fonction de pourquoi tu dois faire les choses et du contexte dans lequel tu dois les faire, il y a des contraintes humaines, budgétaires, X ou Y. Et donc, en fait, en reconnaissant la singularité de l'autre et comment tu vas te bosser, tu choisis aussi... Enfin, tu vois, des fois, peut-être qu'on te choisit pas parce qu'on sait que ça va être sympa, parce qu'on sait que ça va être fluide, parce qu'on sait que ça va être cool de faire des rendez-vous et des visios qui vont durer 2 heures, parce qu'on n'est pas non plus là pour se faire chier, pour travailler. En tout cas, on essaye. Et ça joue. Et si, moi j'avais une question. Eminem, du coup, les gens... T'es au courant que c'est moi qui t'interviewe ou pas? Ah bon? Non, mais c'était sur Eminem, parce que moi, ça m'intéresse. Je me dis peut-être que les autres, ça va les intéresser. À la fin, on est venu t'en parler. Parce que tu vois, typiquement, c'est quelque chose qui peut te dénoter. Dans un contexte pro, de passer de la musique et de passer du rap. J'ai pas passé la musique, j'ai fait Eminem. Ok. Ouais. Ok, très audacieux. Très audacieux, surtout très audacieux quand tout était en anglais. Et justement, dans les termes que je choisis, dans la manière, donc quand je répète avec moi-même, il y a des... Toi, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des choses, des métaphores que tu enlevais parce que tu les kiffais, mais finalement, elles ne servaient pas forcément à ton discours. Alors moi, je sélectionne les choses sur qu'est-ce qui va être le plus facile à prononcer. Parce que je vais être en panique, je vais être là, je vais être déshydratée, j'aurais pas bien mangé parce qu'on sera ailleurs, j'aurais pas bien dormi. En plus, c'est une conférence, donc déplacement, je suis pas bien. Donc il faut que je prenne toutes les choses les plus faciles à prononcer. Et là, comme une idiote, je me suis dit, elle va faire Eminem à la fin. Là, il y a du challenge, il y a du défi. Ouais. Et fallait que je me rappelle des paroles déjà. Et les gens t'ont dit quoi à la fin, du coup? Les gens, ils m'ont dit quoi? Je crois que j'ai un blackout. Je sais pas, je crois que ça a été plutôt apprécié et qu'il me semble que je les avais surtout plutôt impressionnés d'avoir réussi à faire les premières phrases de la chanson Lose Yourself alors que t'es pas anglophone. Ok. Et là, ils étaient là. Ok. Et maintenant, je me demande vraiment ce qu'ils en ont pensé. Si ça se trouve, ils se sont dit, mais c'est qui elle? Mais tu vois, dans l'aspect péremptoire et l'importance de documenter les choses aussi par l'expérience, c'est en fait, je me dis souvent que si tu ne fais que dire des choses sous forme un peu de manuel, de dire il faut un tone of voice, il faut que ton truc il soit sombre, machin, en fait, c'est aussi terriblement banal. Et on s'ennuie. Parce que si tu veux te vendre à un moment donné, vendre pas forcément dans le sens mercantile du terme, si tu veux convaincre en disant je suis une personne qui vaut la peine de s'asseoir 45 minutes dans une salle et d'avoir des questions, parce que quand t'as pas du tout de questions, des fois c'est un peu la honte quand même. Mais il faut que le déplacement vaille le coup. Et puis t'es en concurrence directe. Enfin, tu vois, moi je suis tes confrères autour de toi. Puis... Même eux, ils peuvent te juger. Ils connaissent ton travail. Tu vois, moi je peux très vite partir ailleurs si je m'ennuie. Et tu vois, moi je suis la spécialiste de... tu es en train de me parler et je suis en même temps sur mon téléphone en train de vérifier qui tu es, d'où tu parles, si tu l'as pas déclaré. Tu donnes une référence. Et si tu donnes une référence, d'aller chercher la référence parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir. Tu vois, la dernière fois, j'ai assisté à une journée d'études sur le spectacle vivant. Et un des artistes parle de quelqu'un et je suis là, mais mon Dieu, en fait, je la connais pas cette référence. Et donc, tu vois, tout de suite, en fait, moi, j'ai la note où je vais la chercher parce que j'ai besoin, pendant qu'il parle, de lire pour ancrer un peu le truc. Et après, j'en crée une note pour archiver, pour pouvoir y retourner plus tard. C'est pour ça que je donne beaucoup les sources. Et ça, c'est trop cool. Et
Et tu vois, il y a ce truc où on est en concurrence aussi directe quand tu parles devant des gens, que ce soit une conférence sur scène, mais c'est pas la réalité de tout le monde, et ça peut être une réunion, comme tu dis, chez Google, où en fait, ta concurrence, c'est Internet, et pareil, en fait, dans ce que tu vas raconter, en quoi tu vas apporter quelque chose de plus intéressant, ou de plus authentique, ou de plus incarné, Garder l'attention déjà. qu'un podcast, qu'une chaîne YouTube, qu'un bouquin, qu'un article de blog, parce qu'en plus, on est aussi dans un moment où tout le monde documente tout en permanence. Ah, ça me fatigue un peu. Et du coup, tu as aussi ce truc, des fois, de te dire, parfois, on me fait confiance, tu vois, comme là, toi, tu m'invites, et je me dis, ok, je suis contente, j'honore la proposition, ça fait flipper. Mais j'arrive très en avance. J'arrive beaucoup trop en avance parce que j'ai mal noté le rendez-vous dans l'agenda. Mais en même temps, en fait, en quoi je vais apporter quelque chose de plus pertinent que les gens trouveraient ailleurs, en fait. En quoi ils vont se dire, ouais, ça valait le coup de dédier ce temps-là à écouter, parce que on est dans une espèce de concurrence de notre attention. Je pense que je veux qu'ils ne regrettent pas leur déplacement. Déjà, ne serait-ce que sur le choix du créneau, parce que tu peux être en concurrence avec d'autres conférenciers en même temps. Et tu vois, je veux insister un peu sur l'aspect respect de l'audience. Je pense qu'il y a un truc que je ne veux pas représenter, c'est d'être judgmental, de donner des conseils, mais qui en fait porteraient des jugements de valeur sur des initiatives. Et ça peut être très facile de tomber là-dedans, de dire, par exemple, j'en ai vu plein, et j'espère ne pas le faire, et je pense peut-être que je l'ai fait malheureusement, c'est de dire, voici cet exemple-là, voici ce que ça aurait pu être, et plutôt que de partir dans voici ce que ça aurait pu être, t'insistes sur le négatif. Et à la fin, t'as l'impression qu'il dit, il avait qu'à pas faire ce métier, et franchement, des fois, il y a des moments, moi j'ai déjà été dans une audience de conférence en colère. J'ai déjà été en colère en disant mais pour qui il se prend, mais c'est qui, voilà, c'est pas parce que t'as fait 10 campagnes de pub dans ta vie que tu connais la vie, et vraiment non, mais j'ai déjà été en colère pendant, et ce que je déteste, alors attention, le truc, s'il vous plaît, ne faites jamais ça si je suis dans la salle, sinon vous prenez une chaussure dans la tête. Non, en vrai, j'essaye de pas être violente, mais c'est quand il y a les inside jokes avec quelqu'un dans l'audience. Quand tu dis, ah oui, tu sais, toi, quand t'as fait ça aussi. Et je trouve, et cette exclusion du reste de l'audience, elle est insupportable. Je comprends pourquoi ils le font, parce que eux, je pense que ça doit les rassurer de se sentir en connivence avec quelqu'un qui est présent dans la salle, qui est peut-être quelqu'un de reconnu. En plus, ça fait un peu du name dropping, parce que tu cites la personne pour dire que tu la connais. Mais ouais, le name dropping, ça m'énerve aussi. En fait, il y a plein de trucs qui m'énervent. J'essaye de rester zen. Non. Je comprends, parce que c'est aussi des choses qui peuvent m'agacer, mais ça rejoint ce que tu disais au démarrage aussi, de réfléchir, de prendre conscience de pourquoi tu fais les choses, et aussi de se dire, là, peut-être qu'on a le droit de faire différemment des standards du moment, parce que ces standards-là sont pas forcément toujours les bons, ou qui produisent pas non plus les effets les plus pertinents, les plus vertueux, en fait, par rapport aux gens qui t'écoutent. Et en fait, ce dont on est en train de parler, ça fonctionne quand toi, tu fais tes conférences devant 300 personnes, quand tu animes un groupe de travail. Jusqu'à 800, j'ai fait, je crois. 800. Oh là là. Avec micro-casque et tout. Ouais, il faut apprendre à s'en ça, c'est aussi un sujet. Arriver en avance pour qu'on t'installe le matériel, pour que tu puisses savoir si tu as le choix ou pas. Tu peux avoir le choix, parfois tu as le choix entre la micro-main ou le micro... Ou des fois, c'est accroché. Ouais. Et ça peut dépendre du type de vêtements que tu as. Si tu es en robe, trouver avoir un truc où tu peux accrocher le récepteur. Il y a plein de sujets. Non, en fait, il y a plein de sujets de préparation et qui parfois en plus sont éludés. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup... Enfin, j'aborde toujours le sujet aussi des fringues avec les gens que j'accompagne. Ou même moi, tu vois, par exemple, quand je facilite, je choisis des vêtements dans lesquels je suis à l'aise. Des couleurs... La mobilité aussi. Tu vois, pour pas être entravée, de jouer sur les codes couleurs pour me dire, OK, quelles sont les couleurs? Tu vois, j'anime, genre je facilite 50 personnes ou 100. Comment on me repère facilement dans l'espace? Moi, j'essaye d'avoir une photo de la salle avant pour être sûre de ressortir. Pour me dire, si la salle elle est plutôt sombre, je vais pas être totalement en noir. Sinon, en fait, juste les gens, ils ont du mal à me voir. Ils vont déjà être dans un effort pour me repérer dans la salle. Et en même temps, de dire pas trop de motifs, parce qu'il y a des motifs qui peuvent être désagréables pour les yeux. Mais du coup, en fait, de réfléchir à ça, de réfléchir aussi à ce que la tenue vestimentaire, elle peut raconter. En fait, comment elle renforce ou pas ton message. Déjà, prenez une douche.
et repassez vos vêtements. Déjà un minimum. Non, mais c'est vrai. Ça peut être ça, sauf si du coup, tu peux aussi décider de jouer en rupture complète avec peut-être les standards de ton secteur ou ce qu'on attend de toi. Tu dis, j'ai fait un bac théâtre, je suis un saltimbanque, je viens, j'ai avec des vêtements froissés, avec plein de motifs. Carrément, et j'en ai rien. Et je suis pieds nus sur scène. Mais je l'ai choisi. Ouais. Et je m'appelle Yannick Noah. Par exemple. Ou tu demandes aux gens, tu vois. Typiquement, Yannick Noah, il a choisi à un moment donné de venir tout le temps pieds nus. Et il l'a fait. C'est là où... Et il l'a choisi. C'est là où, en fait, ça interroge aussi, tu vois, ce qu'on dit sur prendre conscience et réfléchir, tu vois, c'est aussi un peu ta signature, quoi. Et on peut parler de signature oratoire, mais grosso modo, en fait, si t'es amené régulièrement à prendre la parole devant un auditoire, quelle que soit sa taille, en fait, est-ce que tu as envie de créer ta signature? Et du coup, par quoi ça passe? Certains, c'est... tu vois, il y en a qui portent que des costumes. Et c'est moi, j'aurais toujours la même tenue, tu vois, et il y a des gens hyper connus comme Steve Jobs ou, tu vois, Nathalie Crasset dans le design, qui ont une signature vestimentaire plus qu'oratoire, mais qui créent en fait comme un gimmick, tu vois. Donc, qui crée une identité graphique derrière ce que tu... Et en fait, il y a une logique un peu, pour moi, plutôt d'épaisseur, de dire, en fait, il y a ce que je raconte, il y a comment je le raconte, il y a par quel médium je le raconte. Quand je suis sur scène et qu'on me voit, parfois ça peut être que la voix, comme là. Et en fait, se dire, tu peux investir tous ces champs-là. Et aussi, est-ce que j'utilise des médiums complémentaires comme une présentation? Moi, j'aime bien créer des affiches. Parfois, c'est obligatoire. En fait, c'est les contraintes qui te sont imposées et te dire comment je joue de ces contraintes ou comment parfois j'ai le droit de dire non. J'ai quand même quelques conseils. Essaye de ne jamais mettre de vidéo ou de son. C'est trop risqué. Jouer vraiment la sécurité. La sécurité, limite, tu as toujours un format classique type... en général, on va te demander un PowerPoint ou un truc comme ça, mais et toujours un PDF quelque part. Jouer la sécurité, c'est important. Même pour soi-même. Clairement, et d'avoir tout sur clé USB. Enfin, d'avoir à la clé USB parce que parfois les techniciens n'en ont pas. En plus. Ouais, et ils n'en ont pas. Et du coup, tu te retrouves embêté parce que, en fait... Et pas vouloir changer juste avant. Tu renonces. Ouais. Tu choisis ton combat. Tu dis, ça, j'ai fait les slides le mois dernier, ce truc-là, il a changé, c'est ça maintenant. Et ça peut même être une démonstration, en fait, du fait que tu continues de te documenter. Ouais. Le temps passe. La timeline trépasse. Ok. Il est 17h32, je pense qu'on va devoir arrêter cette conversation. Très bien. Mais si tu veux, tu pourras revenir si tu as envie. Si tu as envie de discuter d'autres choses, ou en off quand j'aurai fini le café. Ok. Voilà. Nous avons une remarque d'Hélène sur l'effet Eureka, qui nous dit aux toilettes, ça marche aussi. Parfait. Et je comprends. J'adore. En fait, ça fonctionne dans toutes les pièces de la maison, quoi. Oui. Ça t'arrive de faire des Eureka? C'était ça. Ouais, et je fais pas Eureka, je fais putain. J'aime bien dire des gros mots. Moi aussi, je suis un peu... Souvent, c'est... Putain, mais t'étais vraiment débile. Pourquoi tu l'as pas vu avant? Moi, en fait, je l'ai avant de m'endormir. Et est-ce que tu te lèves pour renoter? Avant, non, parce que flemmarde. Et depuis pas longtemps, je me force à le faire. Parce que sinon, ma mémoire... Je comptais avant sur ma mémoire, mais elle est un peu trop défaillante. Alors, essaye ça. C'est un truc que je détestais faire, mais qui finalement m'a rendu service. Je m'envoie des messages vocaux à moi-même sur WhatsApp. Je prends note. Parce que grâce à l'intelligence artificielle et sa magie, tu peux transcrire. Yes. Je vois de quoi tu parles. Merci à notre audience d'être là. Merci à tous. Merci à la vie. Merci Steve Jobs pour ce MacBook. Et à bientôt. À bientôt.